Salut l'équipe, bravo les Nuggets, non vraiment, bravo les Nuggets. Et pas besoin de parler de ces Clippers qui ont réussi l'exploit de perdre cette série alors qu'ils menaient 3-1. Non vraiment, pas besoin de parler de ce groupe de gens qui se sont pris pour les Beatles alors qu'ils n'ont même pas eu le quart du succès des L5. Incapables de finir et de gagner un petit match de plus, même en menant largement sur les 3 derniers matchs de la série. Toute la saison, les Clippers sont flambés pour au final bander mou au pire moment de la saison. Et leur doc n'a encore une fois pas trouvé la bonne solution et la bonne pilule pour redurcir tout ça. L'habit ne fait pas le moine, mais depuis mardi soir, on a quand même l'impression que porter la tunique des Clippers est synonyme de méga lose en play-off. Même le Terminator Kawhi Leonard, d'habitude imperméable à toute émotion, a sombré dans ce marasme. Non, vraiment, aucun intérêt dans cet édito de parler des Clippers. Reach my peak. Yeah. Bring it down around me. It's a Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows. Il n'en reste désormais plus que 4 et les Clippers n'en font pas partie. C'est la grosse info de la semaine sur laquelle on va évidemment revenir en long et en large. Pour en parler avec moi comme d'habitude, mon Toto, comment ça va? Ça va super, une belle semaine de basket encore, pour l'instant on se régale, des super playoffs et de belles surprises effectivement. Et puisqu'on va parler des Clippers, autant avoir quelqu'un qui les a joués, qui les a côtoyés dans la bulle, avec qui même son équipe c'est même brouillon. On va avoir des infos un petit peu inside, c'est avec nous, on est content de t'avoir. Jalen Howard des Portland Trail Blazers, c'est avec nous parce que j'ai un peu hésité. Mais non, on parle des Clippers, tu m'as compris. Jalen, bienvenue dans l'émission. Ouais, salut, merci à vous. On est très content de t'avoir. On t'a vu un petit peu par Zoom dans la bulle. Là, maintenant, c'est mieux de t'avoir comme ça en live pour que tu nous racontes un petit peu où tu en es, tes vacances, et puis surtout un petit peu cette bulle qui a été un petit peu incroyable. Depuis que vous avez été éliminé, tu continues à suivre un petit peu les matchs? Ouais, je suis les matchs régulièrement, plus ou moins tard, parce que des fois les matchs 3h du matin, ça pique en France. Ça pique, hein. Ça peut être compliqué, mais j'essaie de suivre le plus proche possible. Et voilà quoi. Parfait, on va revenir évidemment sur tout ça dans cette émission. On va faire une preview des finales de conf qui ont l'air très alléchantes. Ça a d'ailleurs commencé à l'Est et Tom, on n'a pas été déçus. Non, bravo à Bam pour ce contre, hein, évidemment. Hein. Bravo Bavo. On fera un petit peu les paris, on viendra sur les quiz, mais évidemment, avant de commencer tout ça, on va forcément s'intéresser à ce match 7 et surtout à cette élimination des Clippers. Qu'est-ce qui s'est passé? On attaque tout de suite les gars? Allez. On est prêts? Jalen, on est bien? Peinard dans ce canapé? Ouais, on est bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé chez les Clippers? Pas grand-chose, hein. Alors, on va commencer tout de suite. Loin de nous, l'idée de minimiser l'énorme perf des Nuggets qui sont une nouvelle fois revenus d'un 3-1, qui ont éliminé l'un des grands favoris au titre, les Clippers. Mais on reparlera d'ailleurs des Nuggets dans les finales, dans le preview des finales de conf. Par contre, on avait envie de faire obligatoirement, Tom, un énorme passage et un énorme moment dans cette émission sur les Clippers parce que c'est quand même une désillusion assez incroyable. C'est une désillusion pour une franchise qui a 50 ans et qui n'aura donc jamais connu les finales de conférence. C'était leur année. Il y a 3-4 semaines, un peu plus peut-être, on avait fait un power ranking des équipes qu'on voyait favorites au titre. La première, eh bien, c'était les Clippers à l'époque. Les deuxièmes, les Bucks, ils sont éliminés aussi. Et donc les troisièmes, les Lakers. Bien joué la first team. Hein. Bah écoute, ça arrive, mais à l'époque, c'était pas complètement fou. Évidemment, on peut parler de ce match 7 qui était le copier-coller du match 6, le copier-coller du match 5, et donc une énorme surprise. J'ai envie de te poser la question à toi d'abord, Jalen. Comment est-ce que tu as vécu ce match 7? C'était un match, c'était un match excitant. Les deux équipes, elles étaient fortes, mais je pensais pas que les Clippers allaient se faire sortir comme ça. Mais je trouve que Denver, ils ont bien joué. Jamal Murray, il a été excellent et Jokic aussi. Est-ce que tu es surpris
parce que tu les as côtoyés, on a vu notamment contre vous les comportements de Pat Beverley sur Instagram aussi, ensuite, sur le bien banc, sûr. sur Instagram, tout un peu ce show-off qu'ont fait les Clippers. Est-ce que tu es surpris de les voir craquer complètement comme ça? On rappelle qu'ils menaient 3-1 et qu'ils ont perdu 3 fois d'affilée et que sur les 3 matchs perdus, ils ont mené chaque fois de plus de 10 points, voire 15 ou 20. Non, moi, ça m'a pas trop surpris parce que je trouvais que tout au long de la saison, c'était un petit peu, comment dire, les joueurs, ils étaient blessés, tous les gens ne jouaient pas tous les matchs. Et après, en dehors du terrain, ils faisaient des trucs qui n'étaient pas trop professionnels. Donc, les voir perdre à ce stade-là de la compétition, ça m'a pas trop surpris. Est-ce que parmi les joueurs, donc à Portland évidemment, est-ce qu'il y avait une forme de rancœur vis-à-vis des Clippers? Est-ce que tu vois, il y avait une animosité particulière vis-à-vis de cette équipe? Enfin, je sais que nous, vis-à-vis de notre équipe, il y a eu ce petit échange entre Pat Bev, Paul George et Damien. Donc, ouais, il y avait ces petites rancœurs un petit peu. Est-ce que honnêtement, je le sais, hein, Thomas, toi, tu es très bien passé pour ça. Moi, j'étais un joueur un peu sanguin. Quand je voyais des mecs fanfaronnés comme ça sur le banc, ça me mettait une haine incroyable. Ouais. Alors toi, tu as l'air bien plus calme que moi, et c'est tant mieux pour ta carrière. Mais il n'empêche, comment tu réagis quand tu vois comme ça qu'un mec respecté comme Damien Lillard qui rate 2 lancers, et tu vois des mecs faire des trucs de préadolescents sur le banc en NBA, alors que c'est une équipe qui est censée jouer le titre. Toi, comment tu vois ça? Moi, je trouvais que c'était pas trop surprenant parce que je sais qu'en NBA, ça parle beaucoup. C'est vraiment de la compétition. Mais Damien, il avait dit c'est une forme de respect. Donc, moi, ça m'a pas trop surpris, quoi. Après, Damien, il a tendance à tout prendre positivement pour lui et s'en servir comme force. Michael Jordan faisait ça, on l'a bien vu. Le meilleur chaman, le joueur de basket Tout au à monde. fait, absolument. Mais c'est vrai que les Clippers, de toute manière, et tu l'as dit, quand on en parle souvent avec Erwan, on pense à toute cette saison-là, finalement, qui n'est pas aboutie. Elle n'est pas du tout ratée. Quand tu es deuxième de la conférence Ouest, tu peux pas dire qu'elle est ratée, mais elle n'est pas aboutie. Paul George a raté un bout de la saison, le load management, et surtout le fait qu'ils se soient complètement éparpillés et que leur réputation a changé. C'était quand même l'équipe la plus hypée de toute la saison. On se souvient de ces unes de Slam où il y avait Montrezl Harrell, Lou Williams et Pat Beverley qui reprenaient les codes d'il y a 20 ans avec Darius Miles, Elton Brand. Et j'ai oublié le troisième, Corey Maggette, non, je sais plus. Peut-être Corey Maggette, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Il y avait quelque chose, le maillot Thug Life, il y avait tout un truc autour, la grosse défense. Vous avez bien vu, puisqu'ils ont fait aussi bien que cette équipe-là. Absolument. Et que toutes les autres équipes de l'histoire des Clippers. Moi, je pense quand même que c'est une énorme désillusion, d'accord, mais c'est surtout une énorme défaillance des stars. Parce que quand tu es sur un match 7, et la NBA est comme ça, il y a des superstars, il y a des joueurs au-dessus, il y a des joueurs à 40 millions, et ben ces deux mecs-là qu'on est en train de voir, ils sortent quand même les pires matchs possibles. C'est-à-dire que Kawhi a 2 points dans une deuxième mi-temps d'un match 7, c'est inimaginable. Et Paul George, un joueur qu'on adore, quand tu passes autant à côté, quand tes deux stars passent autant à côté, en fait, tu peux pas gagner ce type de match-là. Je sais pas ce que tu en penses, Erwan, mais est-ce que c'est pas la défaillance d'abord des superstars, juste sur la qualification, enfin l'élimination plutôt? Moi, les stats, elles sont quand même terribles. Oh, la vache. Moi, Paul George a 3 points et Kawhi Leonard a 2 points. Nico Batum l'avait à juste titre dit lundi dernier. Parier sur Kawhi Leonard contre Kawhi Leonard sur un match 7, c'est du suicide. Mais je reste persuadé que si on me remet lundi, je dirais la même chose. Bien sûr. C'était inimaginable de voir Kawhi Leonard passer complètement au travers comme ça. Mais ça montre aussi. Moi, ça m'a expliqué plein de choses. Je me suis dit que l'année dernière, en fait, le leadership de Kyle Lowry avec Toronto, il était incroyable. Parce qu'on a beaucoup dit, oh, le titre, c'est Kawhi Leonard. Ouais, mais derrière, il y avait un contexte finalement très sain avec un leader qui était là, qui tenait les murs, les fondations. Lundi, on a pointé du doigt qu'il n'y avait pas de leaders vocaux chez les Clippers. Là, sur le match 7, ça c'est encore oui, il y a un chihuahua qui crie, gna, mais finalement, quand il faut prendre les mecs au short, leur dire ce que fait Damian Lillard avec Portland notamment, ce que fait LeBron avec les Lakers, ce que font Kevin Durant dans ses équipes, là, plus personne le fait. Là, ça gueule, ça aboie, ça chambre, mais quand on est dans le dur, et c'est moi le gros problème que j'ai avec les Clippers, c'est que chaque fois que c'est facile, là, le talent, ça roule, mais dès que c'est dans le dur, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de collectif. Et j'étais loin de m'imaginer qu'un Kawhi Leonard puisse passer comme ça au travers, associé à un Paul George. Mais t'imaginais, toi, que Paul George et Kawhi Leonard en combiné puissent passer autant au travers? Non, moi je pensais pas. Je savais que Paul George, il a eu quelques matchs compliqués pendant la bulle. Mais Kawhi, ça a toujours été un joueur régulier pour moi. Et donc, les voir tous les deux passer à côté d'un match, c'était pas. Je trouvais pas que c'était envisageable, mais c'est arrivé, donc c'était surprenant. Paul George a dit clairement que la bulle pour lui avait été très difficile loin de sa famille. Il y a beaucoup de joueurs qui en ont parlé. J'imagine que toi aussi tu peux nous en parler. Est-ce que vraiment cette bulle qui était spéciale, particulière, c'était vraiment difficile à vivre en tant que joueur? Ouais, en fait, c'est un contexte particulier. Même si on a beaucoup de choses à disposition, tu es quand même loin de ta famille. Disney, c'est quand même un monde, entre guillemets, artificiel. Il n'y a pas de gens de l'extérieur.
entouré que de joueurs de personnel NBA, donc c'est quelque chose de quand même un petit peu compliqué, quoi. Après, j'imagine que quand on a 21 ans comme toi et qu'on vit la bulle, et ta mère m'avait confié que toi, tu étais content d'être dans la bulle. Ouais. Quand on a 30 balais avec des gamins à la maison, j'imagine qu'on vit pas les choses différemment. Et Doc Rivers est allé un petit peu dans ce sens pour dire que c'était pas facile pour certains de ses joueurs. Il n'empêche que on a l'impression que c'est des excuses et que sur le basket pur, on n'a jamais retrouvé ces Clippers-là qui nous faisaient fantasmer sur le papier en début de saison. Offensivement, on a vu qu'en fait, dès que l'ISO marchait plus, il se passait plus grand-chose. Contrairement à ce qu'ils avec Kawhi l'année dernière quand même, où il y avait un peu plus de passing game. Et puis surtout, moi, c'est là la grosse défaillance de ces Clippers, c'est qu'on s'est dit, maintenant, ce 5 majeur, s'ils veulent défendre, ils peuvent éteindre tout le monde. Le problème, c'est qu'ils s'y sont jamais mis. Tu parlais de la saison régulière, où il y a eu des blessures, des absences, du low management aussi, mais finalement, on ne les a jamais vus à 100%. Et comme je dis souvent, c'est dur quand en saison régulière, t'as pas une dizaine de matchs références de cliquer en play-off. Et cette défense-là, Jalen, on l'a jamais vue finalement. Cette grosse défense des C'est un moment important surtout. C'est vrai que c'est quand même assez incroyable. Toi, quand tu les jouais, tu te disais des fois, défensivement, c'est compliqué. Personnellement, non, parce que je les ai jamais vus au complet. En tout cas, moi, quand j'étais là contre les Clippers. Mais en début de saison, quand j'ai vu leur roster, je me suis dit, les passés, ça va être très compliqué. Mais ils n'ont pas su défendre à ce niveau-là. C'est le fameux roster Touquet, en fait. Non, mais, ils ont tous les meilleurs joueurs défensifs possibles. Parce que, alors, il y a la défense individuelle, les duels, même 6 mètres. On n'a jamais vu un mec un peu Kawhi de temps en temps, mais même un Paul George, pas de Beverly, il peut faire que ça. Donc, mais tu sais, il y a jamais vu. Pour moi, de toute manière, il y a 2 mecs, on n'a pas cité leur nom, mais ils méritent évidemment Jamal Murray qui met 40 encore une fois dans un match 7, dans un match de play-off et dans ce match 7-là. Et Jokic qui, malgré les prises à 2 incessantes, les a démontés sans être incroyable au scoring. En fait, il est là le révélateur, c'est qu'ils ont tous les joueurs possibles pour défendre sur Jamal Murray. On voit pas de Beverley, effectivement. Paul George qui met du temps à s'y mettre. Moi, j'aime quand les stars ils vont là. On l'a reproché à Giannis. Je trouve ça normal de reprocher aux superstars, défenseurs de l'année, de pas prendre les mecs en face. Je crois vraiment que côté Miami, ils se posent la question. Non, ils envoient toujours le meilleur potentiel défensif sur le meilleur en termes de le meilleur joueur offensif. Et ça, on l'a pas retrouvé. Et ça, c'est une vraie. L'échec pour moi il vient de là, c'est-à-dire qu'à un moment donné ils se sont trompés à la fois de schéma de jeu, c'est grave, donc là on va parler de Doc Rivers, mais aussi dans les match-up purs. Ils ont jamais réussi à gagner les match-up purs. Et Jokic, ce qu'il leur fait, en fait, ils pourraient le faire contre n'importe qui, mais j'ai l'impression que les Clippers c'est très particulier parce qu'ils ont fait un choix de faire plaisir de tout le match et en fait ils ont jamais su s'adapter. Le gars continue à faire passe des, fait peut-être autre chose, tu vois. Pourquoi pas faire une zone match-up, j'en sais rien, trouver un autre truc. Mais ils ont jamais réussi en tout cas à répondre tactiquement. Ouais, la zone match-up, on a vu en plus qu'il y a beaucoup de coachs qui les Lakers, Jokic, il a fait 3 matchs, les 3 derniers matchs où il a une influence incroyable sur le jeu. Ils ont fait trappe sur le match 7. Bon, c'est gentil, mais ça a manqué. On a senti que ça a manqué quand même d'idées pour contrôler un joueur aussi important qu'est Jokic. Ouais. Mais en fait, Jokic, c'est compliqué de défendre sur lui parce qu'il est tellement polyvalent. Son QI basket, il est incroyable. Donc, c'est compliqué. Il fait jouer tous ses coéquipiers. Il peut créer ses tirs pour lui-même. Donc, c'est compliqué, quoi. En vrai, c'est le joueur le plus spécial de la NBA. Certes, le plus chelou, tu vois. Alors, est-ce que si on dit que Jokic, il aime pas quand on lui chicote un peu les côtes, parce que ça fait partie du jeu, j'ai l'impression quand même que on l'a laissé beaucoup. On en parlait avec Steph hier, tu vois. Que finalement, on n'enlève rien à la qualité du joueur, mais on a l'impression que quand un joueur est en feu comme ça et a autant d'influence, on a le droit de réduire les espaces tu vois, entre Maurice, Kawhi, Montrezl Harrell. T'as le droit de lui envoyer des mecs qui sont un peu plus durs avec lui. J'ai l'impression qu'on l'a laissé un petit peu quand même s'exprimer un peu trop facilement. Je trouve, ils l'ont laissé un petit peu lire le jeu. Vraiment. Être dans un confort quelque part. Ouais, c'est ça. Donc, Ils l'ont payé cher. Donc, ça nous amène à parler de Doc Rivers. Donc, beaucoup déjà sur Twitter demandent la tête de Doc Rivers, qui est chez les Clippers depuis 7 ans. Et Chris Hines a dit hier que normalement le front office allait garder Doc Rivers l'année prochaine. En tout cas, c'est l'info qui est sortie, rien d'officiel au moment où on fait l'émission, mais a priori les Clippers garderaient Doc Rivers. C'est la première info. Alors, c'est une question un peu. Je vais te mettre un peu. Ne lui pose pas la question. Non, lui pose pas la question. Si on peut y répondre tous les deux, tu le mets dans la merde en fait. Non. mais Doc Rivers, est-ce que c'est le coach le plus surcoté de l'histoire? Tu n'es pas évidemment pas obligé de. Il y a un truc quand même qui est sorti qui est incroyable, parce qu'évidemment Twitter est impitoyable dans ces moments-là. Hier, pour notre pauvres amis des Clippers, c'était une catastrophe. Il y a un tweet qui est sorti. Donc Doc Rivers, donc pour aller dans le sens du fait que il est très overrated. Là, on regarde donc. C'est la 3e fois. C'est le seul coach de l'histoire à avoir perdu après avoir mené 3-1. Au moins 2 fois. Là, c'est déjà la 3e fois. C'était arrivé en 2003 avec les Pistons. En 2015, on s'en souvient, contre les Rockets. Et donc là, contre les Nuggets. Mais il n'y a pas que ça. En 2009, il mène 3-2, il perd. En 2010, il mène 3-2, il perd. En 2012, il mène 3-2, il perd. En 2016, il mène 2-0 et il perd.
Donc en fait, il est un peu coutumier du fait de se faire rattraper dans une série. Je sais pas si vous avez vu cette semaine cette vidéo qui est sortie de Phil Jackson sur un temps mort. Il y a Pau Gasol. C'est les Lakers Celtics. Ouais, c'est ça. Et il dit à l'époque, les équipes de Doc Rivers savent pas finir les matchs. Cette saison, Et c'est c'est l'équipe déjà qui a encaissé, voilà. qui a perdu le plus de quatrième quart-temps. Ils ont l'habitude de perdre dans le quatrième quart-temps, on va les battre, en Donc gros. là, on a l'impression que la carapace un petit peu de Doc Rivers est en train un petit peu de se fendre avec des stats quand même qui sont un peu catastrophiques. Bah, moi, ce qui m'embête, c'est que Doc Rivers est un coach hyper respecté. On voit la petite déclaration à Bleacher. Nous n'avons pas été à la hauteur des attentes. Clairement, je suis prêt à assumer la responsabilité. Il a raison de le dire. Pour moi, c'est lui qui doit sauter. Et donc, derrière, comme ça, tu pourras remodeler l'effectif parce qu'il y a des choses à dire sur l'effectif. Doc Rivers a eu un moment, il y a 2-3 ans, où il était plus bas de terre. Il était président, JM, ouverture de salle. Il conduisait le bus aussi. Il conduisait le bus absolument des Clippers. Finalement, il était juste coach. On lui a mis plein de gros assistants autour. Et il a retrouvé sa cote avec une équipe moins forte. Là, il se retrouve avec une équipe hyper prétendante. Et finalement, on se trouve peu de système en attaque, des rotations qui sont tu vois, peu lisibles sur ces rotations, sur les remplaçants. Et donc, c'est évident qu'aujourd'hui, ça doit être le premier fusible à péter. On va pas penser à Paul George ou à Kawhi ou pas forcément aux autres joueurs. Mais en tout cas, c'est à lui de prendre ses responsabilités. C'est au front office de dire, c'est peut-être pas toi le bon gars. On rappelle que c'est la première année pour cette équipe finalement, que Kawhi ça fait qu'un an, que Paul George ça fait qu'un an aux Clippers. C'est vrai que pour construire une équipe qui joue le titre, c'est là qu'on se rend compte aussi que c'est compliqué de monter une équipe. Ce qu'avaient fait les Celtics en 2008 par exemple, en gagner la première année, c'est quelque chose de très compliqué, de rare. Absolument, oui. Absolument, t'as raison. Après, tu vois, le truc, c'est que ils ont voulu faire une équipe d'aboyeurs. Ils ont voulu faire une équipe de thugs, on va défendre et tout ça. Ils sont allés chercher Marcus Morris, qui est encore une fois dans ce dégât-là. Ils ont voulu faire ça. Marcus Morris, mais ils ont c'est bien quand un même truc. un bon joueur de basket. Ouais, mais tous un videur de boîte en fait. Tous des joueurs NBA, c'est tous des bons joueurs de basket, a priori. Marcus Morris, je pense qu'il est dans le... Oui, mais il est quand même dans le moule du gna. On l'a vu sur Luka, on l'a vu ces derniers temps. Ils ont oublié un truc, c'est que pour gagner un match de basket et les grands matchs de basket, c'est bien d'avoir des basketteurs. Et là, ils se sont fait taper par une équipe de basketteurs. Et ça va dans la déclat. Tu as vu la déclat de Kawhi Leonard sur le QI des Clippers? À la fin du match? Ouais. Non, j'ai pas vu. Il a dit que pour gagner l'année prochaine, il faudrait certainement qu'il y ait un peu plus de QI basket. Voilà, on a juste pas su mettre nos tirs. Bon, ça c'est comme des analyses. On a eu des belles opportunités, mais on n'avait pas une alchimie d'équipe suffisante. Là, on commence à toucher un petit peu à quelque chose. On doit devenir plus intelligent. Mais alors là, on en vient un petit peu justement au changement peut-être qu'il faudrait là pour la saison prochaine. Alors certes, on a parlé du coach. Moi, je pense que quand tu as 3 meneurs, ton 1, c'est Lou Williams, qui est un scoreur, plus un deuxième arrière dans le profil. Un Pat Beverley, qui est un défenseur, mais qui n'est pas un gestionnaire et un mec qui met des choses en ordre. Et Reggie Jackson, qui quand même traverse sa carrière là depuis 2 saisons de manière très compliquée. Il leur manque un peu un basketteur. Même un George Hill, j'ai envie de te dire. Ouais. Il leur manque peut-être aussi un meneur, sans parler d'une star, mais un mec qui met un peu d'ordre dans la maison. Ouais, je trouve que c'est important. Enfin, surtout que l'année dernière, ils avaient Shea Alexander. Et lui, il faisait jouer l'équipe, il organisait les choses en attaque. Et je trouve que c'était beaucoup plus fluide que cette année, que de stagner en attaque et de jouer un contre un. Arriver à ce stade des playoffs, c'est compliqué de faire ça, quoi. Absolument. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Un meneur de jeu. En tout cas, dans le profil, pas une star. On a vu en plus tout ce qu'ils ont lâché pour Paul George, dont Shai, justement, dont tu viens d'en parler. Et c'est vrai que la comparaison, et quand tu vois que le profil de jeu, en fait, on a l'impression que cette équipe, elle a vécu sur son talent. Ça lui a suffi, jusqu'au moment où il a fallu dire finalement le talent ça va pas suffire, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'était déjà trop tard. Il menait quand même 3. Il menait 3. Mais c'est ça qui est incroyable. C'est catastrophique. Il mène de 19 dans le match. Au bout d'un moment, les gars. Et les 3 derniers matchs qu'ils perdent, ils mènent chaque fois de 12, 13, 19 même à un moment donné. Et ils n'arrivent pas. Et alors là, on revient aussi, peut-être les plus jeunes ont oublié, que les Clippers, dans le début des années 90, c'était une équipe de losers par excellence. C'est un petit peu ce que sont les Knicks aujourd'hui. Et qu'avec le Lob City, Chris Paul, on a peut-être un peu oublié, mais finalement, avec le constat d'aujourd'hui, ça fait 50 ans que les Clippers existent. Et jamais aller en finale de conf. Jamais aller en finale de conf, avec des avantages quand même assez incroyables à chaque fois. Donc ça reste une équipe, finalement, une franchise encore de losers, malgré le matos qu'ils ont. Regarde ça, 0-8 sur les matchs à élimination pour se qualifier en finale de conférence. Donc en 2020, ça avait déjà commencé dans les années 70 pour nos amis, une défaite aussi contre les Spurs en 2006. Bref, ils sont coutumiers du fait. C'est à eux d'être plus forts dès l'année prochaine. Tu les vois revenir plus fort la saison prochaine avec quelques ajustements? Je pense que oui, parce que cette année, ce qui leur manquait, c'était la cohésion de groupe. Il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas dans l'équipe l'année dernière. Et comparé à Denver, ils avaient l'habitude de jouer ensemble, choses comme ça. Donc je pense que ça aide beaucoup.
quand il s'agit de gagner un titre, quoi. Ça, c'est vrai que quand Le tu vois vécu Denver, le collectif. vécu qu'ils ont depuis 3-4 ans ensemble, dans la difficulté, tu vois qu'ils sont. Le match 7. Ils se sont regroupés en équipe, ils l'ont fait avant face au Jazz, et que les Clippers, ben, finalement, quand il a fallu se serrer les coudes, ben, en fait, ils ont regardé, il n'y avait personne, et nos amis sont éliminés. Bon, on a assez parlé des perdants, autant aller sur les équipes encore en lice, on va faire un focus des finales de conf. Ça a déjà commencé à l'Est et c'est chaud d'ailleurs. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! On a commencé avec les Clippers à l'Ouest, on va rester à l'Ouest. Lakers, Nuggets. Alors, fallait la prévoir, c'est là. Hein. Ouais, fallait la prévoir. tu voyais les Nuggets, toi, franchir un cap cette saison, aller aussi loin? Moi, je savais pas trop parce que cette année, je les ai pas trop suivis de près. Mais, enfin, voilà, quoi. C'est une équipe surprenante, de toute façon. Quand tu es mené 3-1 au premier tour, c'est difficile d'imaginer que tu ailles derrière en finale de conférence. Quand tu as les Clippers au deuxième tour, c'est difficile d'imaginer que tu vas faire l'exploit. Ils ont fait l'exploit. Être mené 2 fois 3-1 et de gagner, on l'a dit 50 fois, c'est une équipe qui a une force de caractère complètement folle. C'est une équipe qui est archi bien coachée. Mike Malone est un coach de très 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 haut niveau, il le prouve. Et on aime bien aussi l'idée que en passant ce cap, tu rentres dans une autre strate d'équipe. Eh ben, en tout cas, c'est ce que Jamal Murray demande. On a vu une déclaration et je la trouve intéressante, cette déclaration, parce que les joueurs demandent souvent beaucoup de respect. Ça se passe comme ça un petit peu dans la presse. Shaq Barkley, Zach Lowe, Stephen A. Smith, donc c'est tout un petit peu des consultants et journalistes. Vous feriez mieux de commencer par accorder un putain de respect à cette équipe. Ah, il a dit donc. Hein. Voilà, nous n'aurions pas dû être menés 3-1, mais nous sommes revenus. C'est fun de changer un peu le récit. Il a raison. Mais quelque part, ces équipes-là, comme Denver, comme d'autres équipes, c'est par ce genre de perf qu'on va dire « Ah, ok, maintenant, vous appartenez au haut du panier ». Il peut dire ce qu'il veut, Jamal Murray, mais avant la saison, un petit peu à l'image de Portland aussi, on se dit que c'est des outsiders sérieux, ou moins sérieux pour d'autres équipes, mais battre un gros comme les Clippers, là, on dit « Il faut d'abord prouver avant ». Ça marche comme ça un petit peu. Et vous aussi, à Portland, vous avez un peu les Damien Lillard, notamment, a souvent eu ce souci de dire mettez du respect sur moi, mais si tu fais pas finale de conf ou finale NBA, en fait, le top appartient à 5 équipes et le reste, il y a le reste après. Non, mais t'as raison, c'est vrai. Après, de toute manière, là, tu vois, on est dithyrambique sur eux. Hein. Là, il y a absolument rien à dire de négatif sur Denver. Bravo, les gars, vous êtes trop forts, on vous aime. Équipe, d'ailleurs, avec Miami et Boston, c'est des équipes qui jouent tellement bien au basket qu'on est obligé d'apprécier tous leurs matchs. Maintenant, la marche suivante. Est-ce qu'on peut imaginer là aujourd'hui que les Nuggets soient capables d'aller refaire l'exploit contre les Lakers? Est-ce que toi tu imagines un truc comme ça? Moi, je l'imaginais pas, mais ce qu'ils font, c'est grave surprenant. Enfin, ce qu'ils font, c'est fort. Murray, il a vraiment pris une autre dimension offensive. 40 dans le match 7, quoi. Ouais, 40, il a fait plusieurs matchs 50 points. Et c'est fort ce qu'il fait, quoi. Et alors, là, pour le coup, c'est quand même monsieur final en face, même s'il est à l'Ouest. C'est la première fois que LeBron est en finale de conférence à l'Ouest. Il n'empêche, le monsieur connaît le chemin. Et justement, là, on s'est un petit peu interrogé sur les clés de cette série, Thomas. Ouais. Et forcément, il y a des choses intéressantes, puisqu'on sait que les Lakers avaient un petit peu joué plus petit complètement joué face aux Rockets. Alors, on sait que toute la saison, ils ont joué grand. Est-ce que maintenant, face à Jokic et face aux Nuggets, les Lakers vont devoir rejeu plus grand? On sait que Dwight Howard est à la cave, que McGee se contentait de miettes. 16 minutes sur la série pour Dwight Howard, 30 minutes en cumulé pour Javel McGee sur la série face à Houston. Évidemment, ils sont adaptés à l'Ultra Small Ball avec Markieff Morris dans le 5 majeur. Ça a absolument bien marché parce que Markieff est très fort. Et une match-up des familles. Et une bonne match-up qu'on aime évidemment en Coupe de France surtout. Ou le dimanche matin. Alors la question, est-ce qu'il faut rejouer grand face à Nikola Jokic? Qu'est-ce que tu dis, sachant qu'en saison régulière, les grands des Lakers ont démonté, les grands, LeBron, AD et les deux pivots ont démonté Nikola Jokic. Tu ferais quoi, toi? C'est compliqué à dire parce que Nikola Jokic est super mobile, mais après en défense, je pense que leurs grands ils peuvent lui poser problème, je pense. Moi j'ai l'impression que sur le pick and roll, Nikola Jokic est même si sur le match-up il est fantastique, sur les pick and roll centraux avec McGee et Dwight Howard qui sont très forts sur la pause et l'ouverture, le alley-oop, les rebonds offensifs et tout, je pense qu'il y a moyen que Jokic il puisse pas exister en fait défensivement. Défensivement, ouais. Ah bah, de toute façon, il va falloir. Défensivement. De toute façon, je pense qu'ils vont. Quand je vois, contrairement aux Clippers, que les Lakers, ce qu'ils ont fait, comment ils se sont adaptés chaque fois, que ça soit contre Portland, que ça soit contre notamment les Rockets, ce que fait le coaching staff des Lakers, c'est chaque fois disséquer. Et j'imagine que Jokic, ils l'ont regardé, ils savent très bien que sur pick and roll, mais il va pas faire des step-up milieu de terrain et revenir. Et on sait que c'est un petit peu son point faible. Et on imagine que LeBron, AD et tout ça, ils vont le cibler fort. Toi, tu repars sur les deux grands du coup. Moi, je pars avec du temps, moi, je pars sur les deux grands parce que ce qu'ils vont obliger
à faire à Jokic en défense, forcément, il va arriver en attaque, il va tirer un peu la langue. On rappelle qu'il a 14 matchs déjà de playoff dans les pattes. Il a à chaque fois un énorme temps de jeu. Et évidemment, il y avait aussi dans les points à gérer la fatigue des Nuggets. Et moi, si je suis les Lakers, et dis-moi, Jalen, si on se trompe, c'est qu'il va falloir aussi le jouer, le faire défendre pour que derrière, en attaque, il ait un peu moins de vista. Ouais, ça, faut le faire travailler en défense. Et Anthony Davis, il est fort à provoquer les fautes, donc ça peut leur poser des problèmes, quoi. J'ai du mal à croire que Jokic se défende sur Anthony Davis, en tout cas au début. À voir, il y a plutôt Jeremy Grant ou Paul Millsap à envoyer. Ils vont envoyer. Ouais, non, mais Millsap ou Jeremy Grant, tu vois. À voir comment le 5 s'articule s'il change. Après, c'est vrai qu'il y a un truc qui est fort avec Jokic, c'est son pick and pop. Et ni Dwight ni Jamal McGee peuvent défendre. Donc il y a aussi l'autre réalité, c'est que dans ce moment-là, je pense que ça vaut aussi le coup de mettre Anthony Davis en 5 et de mettre Markieff Morris. Ils sont capables de changer sur tous les pics et tout ça. Donc mais ça va être intéressant en tout cas de voir la bataille tactique des deux coachs. Est-ce qu'on risque de revoir cette zone match-up parce qu'on a l'impression quand même que les Nuggets sont une meilleure équipe et qu'une zone match-up elle peut être chiante. Mais quand on est une bonne équipe de basket, en général la zone on s'y adapte assez rapidement. C'est clair, faut voir comment la série se déroule, quoi. Ça se fait de plus en plus les match-up en NBA. Vous à Portland, vous en faites un petit peu, vous travaillez un petit peu? Surtout cette année, depuis que je suis arrivé en début d'année, on l'a vu un petit peu et on l'a utilisé à de nombreuses reprises pendant quelques matchs. Je sais que contre les Lakers, une fois on l'avait utilisé quand j'étais sur le terrain et c'est particulier, quoi. Ça empêche les autres de jouer, mais là où Aaron a raison, c'est que c'était une bonne équipe de basket en face. Et Denver est une très 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 bonne équipe de basket. Tu peux te faire ouvrir dans les corners, les shooters, les petites extra passes, les short corners et tout. Donc je pense qu'ils vont tenter, à voir s'ils se font pas ouvrir. Mais la réalité de la zone match-up, c'est qu'elle est chiante sur le long terme. Peut-être que tu vas mettre des tirs au début, mais ce qui est dur, c'est de continuer à mettre du rythme, à trouver les gars, à continuer à être agressif parce que ça te rend moins agressif la zone. Donc après, je pense que quand tu joues contre Jokic, faire une zone, c'est quand même peut-être le tu sais, comme les. Tu la vois déjà à la fin de deux passes, boum là derrière là. C'est quand même les pires joueurs pour faire zone. Ouais, c'est clair. Tu vois, autant contre les Rockets. Bah effectivement, c'est des mecs qui sont dans la provocation, dans chaque fois de 1 contre 1. Donc justement, la zone match-up, elle est intéressante pour venir fermer, compenser un petit peu. Là, quand tu joues des Jokic, Murray qui respirent le basket, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc on va voir, ça va être intéressant comment vont s'adapter nos amis Lakers si on va revoir cette match-up. À la place de Nuggets, tu défends comment sur LeBron et sur Anthony Davis? Alors, tu mets bonne question. Moi, ils ont du matos à envoyer les Nuggets aussi. Torrey, j'aime beaucoup ce que fait Torrey Craig. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il a fait un taf énorme sur Paul George et Kawhi notamment. Ils ont Torrey Craig, ils ont Jeremy Grant, qui on n'en parle pas beaucoup, capable de mettre dedans. Athlète, bon athlète. d'ailleurs, je ne sais même pas s'il est humain, tellement que c'est un athlète incroyable. C'est clair. Donc ils ont du monde à envoyer. Des mecs, c'est important. Sur LeBron, tu es obligé de te relayer, sauf si tu es Kawhi. Et puis ils ont des athlètes qui physiquement vont pouvoir aussi le contraire. Donc j'enverrai ces deux mecs pareils. Lui, je pense qu'il faut l'emmerder, LeBron, maintenant qu'il joue meneur, lui mettre quelque part un peu des pressions tout terrain, se relayer beaucoup. Et sur pick and roll, voir, je sais pas si changer tout de suite, tout le temps, parce qu'il est malin là-dessus. Je pense qu'il faudrait peut-être essayer d'aller lui faire lâcher la balle le plus vite possible. Voilà ce que je ferais. Ok, bon en tout cas Papa LeBron, non je suis d'accord avec toi. Après la réalité de la défense c'est qu'elle doit toujours être collective et ce qui a été très fort pour Denver dans les deuxièmes mi-temps des 3 matchs qu'ils ont gagnés, c'est qu'ils ont resserré et que tout le monde est à un pas d'aide comme ça et que vas-y punissez-nous à 3 points et on verra si vous êtes capable de le faire. Donc vu que LeBron est incroyable encore contre les Rockets, oui qu'est-ce que t'as vu 30% à 3 points? Ouais, même pas. Donc peut-être que là il y a quelque chose à voir. C'est peut-être sur les pics passer en dessous, sticker, voir c'est punis-nous, mais peut-être à 3 points. Parce qu'on a encore vu que malgré son âge, il est encore très fort dans le slash, dans les N1 et souvent il a fait quand il y a eu des écarts avec Houston dans les matchs, dès qu'il drive qu'on lui donne des lay-ups, j'ai quand même été surpris par le nombre de lay-ups easy qu'il a mis face aux Rockets. Moi j'ai été surpris par la performance des Rockets globalement. D'accord. Donc, c'est une autre affaire. C'est un autre problème. Allez, petit prono, Lakers ou Nuggets, Jalen? Moi je dis Lakers. Lakers 4-2 moi je dis. Lakers 4-2. Ouais. Pas de 7e match en tout cas parce que sinon ils sont là la merde les Lakers. Moi je pense à la même chose 4-2. 4-2. Ouais. Moi je vais dire 4-1. Donc, 3e fois 4-1 pour les Lakers? Ouais. Avec le premier match perdu comme à chaque fois ou pas? Possible. Ok. Possible, parce que les autres se sont reposés, les autres sont encore sur leur euphorie. Et comme j'imagine qu'on peut pas faire d'énormes nights à Disney, donc je me dis qu'ils sont allés se coucher pour récupérer. Mais en tout cas, je sais pas s'ils perdront le premier, mais oui, je vois quand même les Lakers, parce que ces grands-là, pour contrôler Jokic, ils ont plus de solutions, j'imagine. À Denver de nous faire mentir. On espère. Comme toujours. Qu'ils aillent au bout. Hein. Chaque fois qu'ils nous font mentir, ça veut dire qu'il y a eu un scénario incroyable et nous on se régale. Allez, on part à l'Est où là ça a déjà commencé. Premier match, comment le définir? Premier match incroyable entre le Heat et les Celtics. C'est la première fois depuis très longtemps qu'il n'y a pas 1 et 2 en finale de conf.
mais on a l'impression, Jalen, que c'est les deux meilleures équipes de l'Est sont dans la bulle qui sont en finale de conf. Ouais, moi j'aime bien les Miami et les Celtics, j'aime beaucoup. Quand on avait joué contre Miami, j'avais vraiment marqué leur intensité en défense, leur polyvalence en attaque. Ils ont vraiment beaucoup de joueurs qui savent jouer au basket. Et les Celtics sont vraiment talentueux offensivement. Leurs 5 majeurs, Tatum, Jaylen Brown, Kemba, c'est vraiment fort ce qu'ils font, mais c'est de bonnes équipes et je suis impatient de voir la suite. Quand tu joues contre Miami, est-ce que tu as la même impression que nous dans nos canapés? C'est-à-dire qu'ils sont vraiment trop chiants avec toutes leurs courses et leur Les mains à main, les mains dans le dos. Le mec qui monte, il sait pas s'il va faire un écran, s'il va prendre un main à main. C'est un enfer de Là, sur nous, ces c'était mecs. pareil en vrai. Hein. Non, ouais, c'est ça. En plus, avec Nasser, j'ai eu l'occasion de voir un match en direct dans la bulle. Et Duncan Robinson, on ne sait pas ce qu'il fait. Il fait des backpicks, il prend des pics, il fait des curls, des choses comme ça. C'est vraiment c'est beau ce qu'ils font en Il attaque. met surtout des tirs dans la gueule. Ouais. Duncan Robinson. Il est un peu rentré dans le rang sur le premier match. Ouais, et il met un énorme tir à la fin. énorme tir. On va pas lui Parce enlever. que sinon, il peut plus jouer. Oui, c'est pas Tu vas pas me demander de lui monter la balle et de faire des passes dans le dos. vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, on a cette impression de visu de se dire que c'est une équipe où tout le monde fait tout, quoi. Ouais. Avec un Bam Bah, Adebayo. ils sont polyvalents et c'est vrai que tu as raison, c'est les deux meilleures équipes de l'Est. Hein. Désolé pour Milwaukee, mais c'est la vie. Mais surtout deux superbes équipes qui sont à peu près du même niveau. Et dans ce match 1, tu te rends compte quand même que Boston est au-dessus. En tout cas, ils font 2 runs 2 fois dans le match où ils sont à plus 10 et ils auraient dû gagner. Kemba 2 tirs à la fin. Ils doivent gagner. Mais Miami, ils ont tellement de gars et Tyler Hero est à mettre en avant à fond sur cette fin de match. Ils ont tellement de mecs qui sont capables de mettre le gros tir. Jack Roder, Dragic, Jimmy Butler. Chacun récite sa partition à merveille comme dans un orchestre. Et il y a toujours un mec en fait qui se succombe. André Rieu. Ouais, écoute. Non mais il y a toujours un mec pour sortir en fait du trou et de pas les laisser perdre. Ils sont jamais morts. Est-ce que si je dis qu'il y a plus de talent intrinsèque, individuel côté Boston, mais par contre le collectif, même si celui de Boston est très bien, le collectif c'est clairement à l'avantage du 8. Moi, je suis d'accord. Boston, ils sont plus talentueux offensivement, mais je trouve que Miami, ils ont beaucoup plus de joueurs qui font jouer régulièrement. Donc, Et il y a un truc qui est important avec Miami, c'est que tu vois, dans les moments où ça devient dur, c'est normal que ce soit plus difficile de se faire des passes, il y a moins de système, il y a plus d'isolation. Jimmy Butler est leur joueur d'isolation, mais quand c'est pas Jimmy Butler, en fait, ça continue à se faire des passes. Et alors que contrairement à Boston, c'est Jason Tatum, c'est Kemba Walker, un par un. Kemba Walker était très bon, il met alors très bon sur 2 tirs de fin dans le moment. Donc c'est très bon. Hein. Il passe au travers parce qu'il est pas bon dans le match, mais Marcus Smart est très fort aussi. Fantastique. Jason Tatum fait encore un match incroyable, je sais pas, il est sur la lune. Mais par contre, quand ça a été compliqué, j'ai pas toujours compris ce besoin d'être systématiquement en ISO, de vouloir prendre des tirs de méga stars. Par exemple, quand tu es à égalité, pourquoi tu prends un step back à 9 mètres, à 3 points J'ai trouvé que dans les derniers moments, le collectif de Miami a fait la différence par rapport à Boston, où finalement ils sont contentés de dire tiens, oui, bien sûr. Tiens, et surtout que Kemba il met 2 tirs très importants et que le Finalement, tir à la c'est pas lui qui a la fin balle. du temps réglementaire, c'est Jason Tatum qui a eu la balle. Moi, j'aurais préféré que ça soit Kemba. En tout cas, au vu du momentum du match. Ouais, au vu du momentum du match, évidemment. Après, c'est peut-être parce que aussi Jason Tatum a ça en lui et que peut-être qu'il est pas encore, il est clairement pas à 100% de son potentiel, mais qu'à terme, c'est à lui que revient tous ces ballons-là. Moi, ce que je regrette un peu, c'est que Brad Stevens, c'est à ce moment-là où il doit peut-être trouver d'autres solutions un peu, tu vois, auxquelles on n'a pas pensé en fait. Et Miami n'a pas pensé. Là, ils ont fait des trucs simples. Jason Tatum, la balle, jeu 1 contre 1, des pick and roll. Vas-y, fais-nous gagner mon grand. Mais ça, c'est malheureusement réservé qu'à LeBron, qu'à KD, ils sont 4 dans toute la NBA pour le faire. Bien sûr. Je suis en 2020. Dans 2 ans, on pourra en reparler. Mais tu vois, ils sont très peu finalement en NBA à être capables de te faire gagner comme ça. Et Jimmy Butler est capable, par exemple. De toute façon, Jimmy Butler qui a été assez discret sur le match, il va mettre le tir corner assez incroyable. J'ai encore un énorme souci avec les arbitres qui sont quand même, je trouve quand même dramatiques. Est-ce que les joueurs se plaignent un petit peu de l'arbitrage par moment? Les joueurs, on reste dans le général. Hein. en général, Oui, donc un peu ta tête. Si tu prends 15 000, c'est pour nous. T'inquiète. je sais pas si j'ai trop le droit d'en parler, mais enfin, de moment. Ouais. Est-ce qu'on est frustré juste des fois par l'arbitrage? Des fois, on est frustré par l'arbitrage. Ça arrive, hein, je sais pas si même au meilleur. Hein. Surtout au meilleur. Non, mais parce que moi, j'ai l'impression que des fois, les arbitres, ils laissent pas le basket décider, et ça me gêne. Parce que on assiste à des matchs incroyables, et là, ça a été un match incroyable, mais on était à 2 doigts, pareil, de finir sur une décision. En fait, de parler de l'arbitrage plutôt que du basket. Voilà. Surtout ça. Heureusement, on finit sur une des plus belles actions qu'on a vues sur les playoffs. Hein. Le contre d'Adebayo, Jalen, c'est. Non, c'était incroyable. En plus, la balle était quasiment dans le cercle. Il la contre avec les doigts. Parce que là, pour le coup, Tatum joue archi bien le coup. Il met de la sauce. Il fait pas le mec qui va aller. Il y a Butler pour lui, il le joue, il le passe. Sur un pick and roll. Ouais. Et derrière, il met un Tomar, mais il met pas un Tomar un peu en fin de. On est loin de Thiago Splitter sur LeBron là. Tu vois où il
la chelou, balle là. derrière la tête, il met un truc. Mais moi, je fais ça, je pense que je perds mon bras, quoi. Mais bam, il arrive en aide, main gauche, sa main elle se plie comme ça, nous on se casse le poignet, non lui, hop, la balle elle sort. Ça, c'est des actions dont on se souviendra J'ai pendant hurlé très devant ma télé. longtemps. Mais bien sûr, t'as crié, regarde. Franchement, c'est une action de très très haut niveau. Là, elle est déjà comparée avec le compte de LeBron sur Iguodala, et comparée avec le compte de Kawhi aussi, avec les doigts. Ouais, c'est des contres sur des actions hyper décisives dont on se souviendra longtemps. C'est quasiment un buzzer beater au compte, quoi. Bah oui. Ouais, c'est ça. C'est aussi important qu'un mec qui marque, en fait. Parce que là, c'est un panier facile. Bam Adebayo, un petit mot aussi, parce qu'on adore ce joueur. Un petit peu struggle offensivement dans les points marqués, par contre de la passe D, et toujours cette influence. Il met 18 quand même. Ouais. Il met 18 quand même. Ouais, mais je te dis qu'il est, il est pas super beau, il est un petit peu contrarié dans le jeu, il perd quelques ballons, mais tu vois, encore le collectif fait que, même si t'es pas Olynyk passe complètement au travers, mais chez le 8, on a cette impression que si un mec passe au travers, c'est pas grave, puisque on se passe la balle, et on voulait tirer chapeau à Bam pour ce contre. Il y a Tyler Hero, t'en as un peu parlé sur la fin de match, joueurs qui sont, on savait que c'était un joueur fort, mais là, on voit en play-off, il met des énormes tirs. Ça, c'est déjà la marque des gars. Il est déjà près de lui. Hein. Ouais, c'est ça. En plus, moi, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça aussitôt. Et les tirs qu'il met, ils sont super importants. C'est fort pour un rookie, surtout. Est-ce que t'as Il avait joué à la fac, lui? Non, j'avais pas eu l'opportunité de jouer contre lui, mais en high school, on avait joué l'un contre l'autre, à de nombreux camps, des choses comme ça, quoi. Il est du Wisconsin, lui, c'est ça? Ouais, c'est ça. Wisconsin. Et après, ce qui est étonnant, c'est qu'on sait que c'est un shooter. En fait, pour nous, c'est un deuxième arrière shooter. Ouais, mais non, en fait, non. il est all around, tu vois. Il passe des contre-attaque, fou. C'est ça qui est surprenant, en fait. Ouais, ça, en fait, même dans le drive, il est fort et je savais même pas, en fait. Tu vois, Non, toi mais- qui as joué contre lui, Ouais, tu savais même pas. Moi, je savais que c'était un shooter, mais il est fort dans le drive, passe des et tout, donc ouais, c'est... Bravo Miami. C'est vrai, contrairement à Duncan Robinson, qu'on aime beaucoup, qui est quand même un shooter exclusif, très fort dans le jeu sans ballon, aussi dans la lecture, mais c'est quand même sa qualité première et quasi exclusive, c'est de mettre des filoches assez incroyables. Tyler Hero, on peut pas le limiter à ça, quoi. Il joue meneur. Il est surprenant. Ouais. Et il est dans l'équipe parfaite pour. Et je pense, pour lui prendre pas la tête. que si Kendrick Nunn, qui nous a régalé toute la saison, a beaucoup moins de temps de jeu en play-off, c'est en partie parce que notre ami est en train d'exploser. En tout cas, Parce qu'il est aussi dans un brave trou, hein, Ouais, ouais. américain. ça arrive. T'as vu d'ailleurs dans les. Il a calé au coupant. Est-ce que t'as vu d'ailleurs pendant les. Tu sais, donc on peut regarder les matchs. D'ailleurs, t'as regardé un match des Blazers. J'ai grâce à invité, Jalen. invité par Jalen. Invité par Jalen, absolument. Et il y avait deux nonnes. Justement, quand il est rentré, il y avait deux nonnes qui étaient là. Il y avait gros plan sur elle. Je fais bravo les Américains, vous êtes trop forts. Bah, ça, c'est sûr que ça change d'autres diffusions de sport. Messieurs, le match 2, c'est ce soir. On va en parler tout à l'heure dans les paris. Juste un petit prono. Tu vois qui sur cette série passer? c'est dur. sur Moi, la- j'ai dit dès le début, c'est impronosticable. Tant les équipes sont Proches, ouais. kiffantes à avoir joué et sont Ouais. proches. Ouais, comme tu as dit, je pense que c'est compliqué parce que même là, le dernier match s'est joué sur un tiers, un contre. Mais je pense que moi, je vois bien Miami passer, honnêtement. Ouais. Ils ont fait pas le plus dur. Mais ce petit avantage psychologique dans un match que Boston doit prendre, il va sûrement faire la diff. Malgré tout, je pense qu'il y aura 1-1 ce soir. C'est fou comme on parlait des Clippers, qui était une équipe que tout le monde avait envie de suivre et que finalement tout le monde a pas détesté, mais tout le monde a été déçu et s'est un petit peu détaché de ce kiff. Et Miami, c'est l'inverse. Tout le monde kiffe Miami. Non, mais c'est un truc de fou. Tout le monde kiffe Miami. Par Jimmy Butler, ce qu'il dégage, mais le coaching, les joueurs, on parlait de Tyler Hero, Adebayo. Cite-moi un joueur de Miami qui fait il me dégoûte. Il y en a pas. Il y en a Même pas. Iguodala, on n'en parle pas, quoi. Il fait Et puis, kiffer. il a été dramatique. par contre. Oui, mais il fait kiffer. Ouais. Même qu'il est Olynyk, alors qu'on dirait un prof d'escalade, on l'aime bien, tu vois. Donc, voilà, bravo à Miami. Mais attention, les Celtics n'ont pas dit leur dernier mot. Ce soir, à mon avis, ça va être chaud. Ouais. Justement, c'est le moment d'aller sur la séquence des paris. Allez, vas-y. c'est parti. Alors Tom, qu'est-ce qu'on va parier ce soir? Ah bah on va parler de deux choses. Il y a deux matchs, deux finales de conférence, donc un match ce soir et un match demain soir. Vous vous débrouillez sur Parions Sport. Si vous voulez jouer le combi, vous pouvez. Sinon, un match après l'autre. Alors, le premier, donc jeudi soir, Miami contre Boston. On a parié Miami parce que la cote est vachement haute. 2,30 pour Miami, parce que c'est très difficile de comparer les deux, donc elles sont forcément plus hautes. On est allé sur le hit, ça te va, Erwan? Ça me va très bien. Donc, Attention, 2-0. dès qu'on va sur Miami, ça me va. C'est vrai. Le mieux, c'est d'aller à Miami, mais c'est un autre problème. C'est tout à fait un autre problème, mais c'est pas la période pour y aller. Hein. Deuxième match, donc vendredi soir, le game 1 entre Denver et les Los Angeles Lakers. 1,39 pour cette cote des Lakers. On la joue sécurité, la fatigue pour Denver. Les Lakers sont Attention, quand impressionnants. même, on sait que les Lakers sont perdus chaque fois leur premier match. Ouais, c'est peut-être là qu'il faut jouer la grosse cote, en tout cas ce sera pas la nôtre. Voilà.
voilà, ce petit combi de 2 matchs, donc sur jeudi et vendredi, ça nous donne un 3-20. Pas mal à jouer, un 20 balles comme dame, jamais plus. On évite de se mettre dans la merde. Ouais, c'est beaucoup on n'est mieux. pas fou. Et puis, on a mis la question aujourd'hui. D'habitude, c'est le mercredi. Et puis, les réponses et le gagnant, c'est donc dans cette émission. Il n'y avait pas de match hier, on ne l'a pas inventé. Donc, on va parier sur le meilleur marqueur entre Boston et Miami. Vous nous dites à la fois dans les commentaires et sur tous les réseaux sociaux, pour vous, qui sera le meilleur marqueur de Boston-Miami Game 2. Qui sera le meilleur? Moi, j'ai mis Jalen Brown. Ah, qui est bien, qui a été très Ah, bien. je mets Jalen Brown. Moi, je vais mettre Jason Tatum. Ouais. Parce qu'il a eu les ballons de la gagne, il doit l'avoir un peu là, et il faut pas lui en promettre. Ça se tient. Très bien. Parfait. Ouais. Allez, on enchaîne avec un focus sur notre invité, évidemment. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Jalen, on est ravis de t'avoir, je te le répète, et on va un petit peu s'intéresser dans cette partie un petit peu à ton parcours. Alors, t'as que 21 ans, mais t'as déjà quand même pas mal de choses à nous raconter. Et un petit peu, j'ai envie de te dire, comme Obélix, toi, t'es tombé dedans dès le plus jeune âge, parce que t'es dans une famille de basketteurs. Moi, mon père, il est banquier, ma mère est employée de bureau. Mais bon, toi, on peut dire que quand t'es né, le basket, c'est tombé terrible. Là, on voit ton parcours quasi déjà de formation, l'INSEP, on va revenir dessus, high school aux États-Unis, Wake Forest et puis Portland. Mais on va commencer déjà vraiment sur le cocon familial. Parle-nous un petit peu. Moi, je me souviens de ton père qui jouait à Besançon. Des bras incroyables. Moi, à l'époque, j'étais en centre de formation. Quand je voyais jouer à Besançon, je voyais des bras. Je me disais, oh, quel joueur incroyable. Donc, ta maman aussi a été vice-championne d'Europe en 93. Parle-nous un petit peu de ce cocon basket. Ouais, donc, comme tu l'as dit, j'ai une famille de basketteurs. Ma mère, elle joue au basket. Mon père, tous mes frères et sœurs jouent tous au basket. Donc, je pense que ça m'a vraiment aidé dans ce que je voulais faire. J'ai vraiment pris goût au basket quand j'étais très jeune, quoi. Et je pense que ça m'a aidé à être là où je suis aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu as pensé à faire un autre sport pour décevoir les parents? Non, je faisais du foot à l'école, mais je me suis jamais dit que j'allais faire ça. Comme nous tous, quoi, en fait. Foot à plus de 2 mètres. Ouais, c'est ça. Relou, hein. Yann Coller, relou. Quand tu commences à avoir 13-14 ans, tu fais plus de 2 mètres au foot. En plus, ils sont pas bien vus, les grands. Non. Alors qu'au basket, c'est beaucoup fait mieux. kiffer. Après, on a le meilleur sport du monde. On t'accueille à bras ouverts, en même temps, c'est le meilleur sport du monde. Donc, très tôt, tu vas à l'INSEP, comme ta mère, comme ton frère aussi, c'est ça, il me semble? Ma sœur, voilà. Donc, tu connaissais un petit peu les lieux. Ouais. Mais tu restes qu'une année à l'INSEP. Tu as préféré aller aux États-Unis. On imagine que ta double culture franco-américaine t'a poussé à aller là-bas? C'est ça, en fait, l'INSEP, donc j'ai fait 1 an là-bas. C'est super bien passé. J'ai vraiment progressé mon année là-bas. Mais moi, personnellement, je voulais aller en université. Et je trouvais que j'allais avoir beaucoup plus d'offres si j'allais en high school, beaucoup plus d'opportunités. Donc, c'est ce que j'ai fait, quoi. Quand on joue en National 1 en France, donc c'est là où l'INSEP évolue, et qu'on se retrouve à aller jouer en high school aux États-Unis, c'est pas le même âge, parce qu'on rappelle quand tu joues contre des adultes, et puis des pros même. Des pros même. Quand on arrive en high school, c'est quoi la différence de niveau? Ben, en fait, c'est différent parce que même si le niveau de l'opposition baisse, c'est un jeu différent, c'est beaucoup plus individuel. Donc, c'est vraiment, il y a un temps d'adaptation. Et le style de jeu, pareil, il est différent. Ça joue beaucoup plus en contre-attaque, ça joue beaucoup plus dans l'agressivité, le jeu individuel, quoi. Donc, c'est différent. J'ai l'impression que tu développes autre chose de toute manière, mais c'est vrai que le fait que tu sois binational, quelque part, tu as la formation européenne, donc du passing game, des autres, quelque part, mais là, ta culture américaine te permet aussi d'être ce que t'es, c'est-à-dire de foncer, d'être agressif, et dans ton jeu, on le retrouve, ça. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça m'a aidé parce que maintenant, j'ai les deux, un petit peu du côté européen et le côté américain. Ok. On voit quelques images de toi à l'ancienne. Parce que tu as fait aussi le Jordan Classic, tu avais été élu MVP. Ouais, tu as rencontré Jojo du coup? Ouais, je l'avais rencontré. Tu l'as dit quoi alors? Il m'a juste félicité. Ouais, dommage. Ouais. 2-3 questions, alors Dennis Rodman. Moi aussi, je l'ai rencontré. C'est vrai, Ron aussi l'a rencontré. Je lui ai touché sa veste en cuir. C'est vrai. C'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. C'est une histoire. C'est une longue histoire, bref. C'est une longue histoire. Tu fais combien d'années à high school? J'ai fait 2 ans du coup. D'accord. Et comment ça se passe au moment justement où tu dois recevoir toutes ces lettres de fac? On sait qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui nous regardent, de jeunes basketteurs. Et c'est vrai que la fac au State, ça fait rêver. Moi, chaque fois, à l'époque, ça me faisait rêver. Les American Pie, c'est gros, c'est ça, gros. American Pie et God Game. Moi, je voulais aller à la fac, gros. Bon, Tu as sorti le premier truc je me improbable. suis retrouvé à Lumini finalement. Bon, c'était pas plus mal, mais ça n'a rien à voir. Comment ça se passe un petit peu cette Quand tu te fais courtiser, en fait. étape quand tu te fais courtiser par les facs? C'est différent parce que en France, il n'y a pas vraiment ça. Par exemple, quand tu es aux entraînements, les coachs ils viennent, ils te parlent, ils te vendent un petit peu sur leur école, ils parlent de ce qu'ils pensent de toi en tant que joueur de basket.
Après, tu fais des visites, des choses comme ça, et c'est comme ça que ça se passe en gros. T'as visité quelle autre fac? Enfin, sauf si t'as pas le droit de le dire, mais. Ouais, j'avais visité Maryland, USC en Californie. J'avais visité Wake Forest. Et après, quelques autres universités, je me souviens plus exactement. Ok. C'est belle fac, hein. Ah bah oui, Maryland, t'avais le choix entre des vraies facs. USC. Bien sûr. Un T'as joueur de choisi le plus Maryland, gros programme. rapidement. Ah, bonne question, je sais pas, j'en ai pas comme ça. Vas-y, fais-moi rêver. Steve Francis. Bien sûr. Un joueur du USC. Ah, ça, il y en a plein. OJ Mayo, par exemple. Du maillot, très La bien. famille Et est l'autre, obligée c'était de quoi que citer. tu avais hésité? La dernière, c'était quoi? J'avais dit Wake Forest. Wake Forest. Après, tu as choisi le plus gros programme et le fait d'y aller avec un pote, est-ce que ça a joué dans ton choix final? Honnêtement, non, ça. Olivier Sarr, hein, évidemment, Ouais, on l'a pas dit, Olivier Sarr. ça a pas forcément joué, mais quand j'ai décidé d'aller à Wake, l'avoir à mes côtés, c'était cool, quoi. Et la vie sur le campus, un peu? Ouais, Raconte-nous un peu, est-ce que c'est vraiment très 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 bien comme on imagine? c'est particulier, mais à Wake, c'est un petit peu différent des autres écoles, je pense. C'est moins la fête, la teuf, choses comme ça. Il fallait à Arizona State, hein, si on veut faire ça. Ouais, c'est ça. Wake, c'est beaucoup plus petit que d'autres écoles, donc c'est un peu plus calme, mais c'est quand même une super expérience, quoi. Tu as eu un coach, c'était Danny Manning, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parle-nous de ça, c'est un ancien joueur NBA. On sait qu'Olivier Sarr était très proche de lui. Il a aussi quitté Wake Forest pour aller à Kentucky parce que Danny Manning n'est pas resté. Quel type de coach c'était par rapport à son vécu de joueur? En plus, sur un poste qui doit te parler, j'imagine. Ouais, en fait, Danny Manning, c'était un bon coach. Et je trouvais ce qui était bien, c'est qu'il avait l'expérience NBA. Donc, il pouvait parler un petit peu de ça, vu que c'est l'objectif ultime de tous les joueurs, je pense. Donc, de pouvoir partager son expérience, donner des petits conseils et des choses comme ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé, quoi. À quel moment tu te dis... Après Vas-y. un an, Ouais, non, à quel moment tu te dis, vas-y, c'est bon, je veux jouer à NBA. Ouais. Je veux être un joueur NBA. Pas je vais à la draft ou quoi que ce soit. Vraiment, quand dans ta tête, tu te dis, je veux être un joueur NBA. Ben même avant d'aller en université, moi, je voulais vraiment aller le plus rapidement en NBA. Et donc, quand ma saison s'est terminée, je savais ce qui se disait autour de moi, choses comme ça. Mais moi, vraiment, j'avais fixé mon objectif et je voulais devenir pro, quoi. en fait, la question s'est jamais posée de faire une deuxième année. C'est posé un petit peu au bout d'un moment, mais à la fin de la saison, je me suis vraiment dit, je veux aller en NBA, je veux être pro, et voilà, quoi, c'est ce que j'ai fait. Derrière, t'es pas drafté, mais Portland te fait confiance avec un two-way contract. Et on a eu la sensation cette saison que c'était une équipe, une franchise qui comptait sur toi. T'étais un projet intéressant, t'as joué 13 matchs de NBA, c'est pas rien. Ça, tu l'as ressenti au quotidien? Ouais, je l'ai ressenti parce que directement après la draft, même si j'ai pas été drafté, c'était dur à vivre. Quelques minutes après, ils m'ont appelé et ils m'ont dit que vraiment ils avaient aimé mon jeu quand je m'étais entraîné pour eux pendant le pre-draft. Et comme tu l'as dit, cette année, j'ai eu de nombreuses opportunités pour jouer. Ils me rappelaient souvent, et même là, ils m'ont rappelé pour la bulle. Donc, je trouve que ça montre un signe de confiance. Bah ouais, absolument. Puis t'es allé en G-League et t'as fait aussi, il faut le dire. Hein. C'est intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est qu'on a souvent les histoires des mecs qui se font drafter premier tour, contrat assuré, et qui sont dans les rosters. Ouais. Toi, c'est pas ton cas. Toi, tu as décidé d'y aller au bout d'un an, un peu jeune, avec moins de hype que d'autres, et donc ton parcours, c'est une lutte permanente pour gagner cette place en NBA. C'est ça. Mais moi, c'est quelque chose qui me plaît. Enfin, un parcours tout tracé, c'est rare. C'est pas beaucoup de joueurs qui ont ça. Et moi, honnêtement, le journey, le fait de me battre pour ce que je vais recevoir, quoi, enfin, moi, j'aime ça, quoi. Ouais, C'est Axel qui nous confie un petit Tout à peu fait. aussi, Axel Toupane, Ouais. qui a eu un parcours un petit peu comme le tien et qui disait Qui a dit, moi, je veux aller en NBA, je vais tout faire pour. qu'il avait adoré un petit peu ça, aller passer par la G-League, avoir des contrats de 10 jours à droite à gauche. Il avait adoré et d'ailleurs, il a encore envie d'y retourner, cette aventure, comme tu dis. Ouais. Pour moi, Jalen, de toute façon, c'est exactement le mode de ma carrière de NBA 2K. C'est-à-dire que c'est exactement ça. Je vais me donner jusqu'au bout avec des histoires, ma famille est basketteur, bam, bam, bam. Ouais. Et finalement, tu deviens All-Star et Superstar de NBA. Donc, je te souhaite que ça. Ouais, moi aussi, c'est l'objectif. Donc aujourd'hui, ton Mais contrat peut-être. s'est terminé avec les Blazers et tu attends donc l'ouverture des négociations en NBA pour pouvoir avoir la suite de ta carrière. Ouais, c'est ça. Tu doutes un peu, ça ne doit pas être simple non plus de se dire tout peut arriver d'ici un mois. C'est ça, en fait, moi, c'est des questions que je me posais, par exemple, en début d'année. Enfin, j'ai qu'un an, des choses comme ça, je posais beaucoup de questions. Mais après, je pense qu'avec le fil du temps, en prenant de la maturité, de l'expérience, je pense que maintenant, je pose plus ces questions. C'est des choses que je peux pas contrôler. Mais moi, de mon côté, je peux m'entraîner, progresser. Et au final, je sais que cette année, j'ai fait tout ce que je devais faire au niveau du comportement. Et même en basket, je fais des bonnes prestations. Donc, tout le reste, c'est pas moi qui gère et on verra bien, quoi. Mais je suis optimiste. Tu me disais, avant que l'émission commence, que Damien Lillard t'envoyait quelques textos. Il te suit un petit peu sur les réseaux. Ouais, en fait, je suis rentré en France et j'étais allé au street à Grandmont à côté de chez moi. Donc, c'est
vers Montpellier, pour ceux qui ne connaissent pas. Et il avait vu la photo que j'avais mise sur Instagram, il m'a dit gros, tu fais quoi au street, tout ça, je vais venir, choses comme ça. Et c'est vraiment un mec cool, donc on échange souvent, quoi. Alors apparemment, Damien Lillard va venir À Montpellier. à Montpellier. Préparez-vous, si t'as une date, n'hésite pas. Hein. Il n'y aura personne sur le Il va terrain. falloir dire évidemment. au maire d'enlever tous les punks à chiens pour lui donner une belle image de la ville quand même. Montpellier mérite ça. La famille Montpellier. Quelle relation justement tu as avec, parce que Damien Lillard c'est quand même un mec qui fait énormément parler. Nous on l'aime beaucoup, mais ça a l'air au-delà d'être un énorme basketteur, ça a l'air d'être un leader, un mec. Bon mec, même un bon mec. Ouais, un bon mec. Dis-nous un peu comment il est avec les joueurs, avec les jeunes comme toi. Donc, en fait, je sais que l'année dernière, il y a eu un vote pour savoir qui était le meilleur leader NBA, et ça avait été Damien Lillard. Et moi, personnellement, en arrivant à Pas Paul George, c'est sûr. Et moi, en arrivant à Portland, je savais pas que c'était que pour les médias, choses comme ça. Et quand je suis arrivé à Portland, c'était vraiment un mec cool. Il m'adressait la parole comme quand il parlait à une autre star, choses comme ça. Il m'a vraiment accueilli, pris sous son aile. Il me donne beaucoup de conseils. Et je pense qu'en arrivant dans la bulle, notre relation, elle s'est même fortifiée, quoi. Donc, Pas mal. C'est vraiment l'image qui renvoie. En fait, on a l'impression que c'est Qu'il est vrai, la en fait. sienne, quoi. Ouais, qu'il est vrai. ouais. Qu'il n'a pas l'air de tricher. Ouais, c'est ça. C'est un bon mec. Il est droit. Il est vraiment loyal, quoi. Donc, Tu parles un peu français avec Aristote? ouais, en fait, la première fois que je l'ai rencontré, la première chose qu'il m'a dit, c'était quelque chose en français. Ouais, donc, T'as été surpris, j'imagine. Nico Ouais, Batum nous avait dit ça aussi. Ouais. ouais, en fait, j'étais surpris. Je savais pas qu'il avait vécu en France. Et donc, on a parlé un petit peu. Et même quand je suis retourné pour aller dans la bulle avec Portland, la première chose qu'il m'a dit, c'était en français aussi. Donc. Il est bon, Pour Terry. ceux qui ne savent pas, Aristote a joué à Rouen, hein, c'est ça. Je crois bien, ouais. Ouais, c'était Rouen. On imagine que tu as la tête évidemment complètement tournée vers la NBA, mais moi j'ai envie de te poser une question, c'est par rapport à l'équipe de France aujourd'hui, est-ce que tu as des discussions avec eux? J'ai pas de discussion avec eux, mais j'ai un vécu avec eux vu que j'avais fait les U16, U17. Mais c'est quelque chose c'est vraiment un objectif. Ce serait vraiment un rêve d'être en équipe de France. En plus, bientôt à Paris 2024, donc ça, ce serait cool, quoi. Un bel objectif de joueur, c'est sûr. Dans 3 ans, c'est vrai Ça que va arriver vite. ça peut arriver vite de Ça va jouer, aller de très représenter la France à Paris, ça serait quand même bien. Dis-moi, j'avais une dernière chose à te dire, et là on n'est pas content. Ouais, on n'est pas content, c'est vrai, il a raison. Je le dis, cousin, nous, on a arrêté notre carrière pour pas te faire concurrence de basketteur. Par contre, si tu viens nous faire de la concurrence sur YouTube, frérot, ça va mal se passer. Raconte-toi un petit peu. Donc, tu as lancé une chaîne YouTube et sur laquelle tu postes quelques vidéos. C'est un petit peu ton à côté basket. Parle-nous un petit peu. Bah, en fait, pendant le confinement, j'avais pas grand-chose à faire à part essayer de m'entretenir. Et je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose qui me plaît, quelque chose que j'apprécie. Et je regarde beaucoup YouTube. Je passe mon temps sur ça quand je suis pas en train de faire du basket. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas créer une chaîne pour un petit peu montrer la progression de ma carrière, choses comme ça. Et je trouvais que c'était intéressant, quoi. Donc, Et alors, tu racontes quoi, du coup, sur ta chaîne? après en vidéo, c'était un petit peu une vidéo cinématographique. Ça montrait un petit peu mes entraînements, choses comme ça. Après ma famille. Mais après, l'objectif serait de documenter, en gros, de montrer le fil de ma carrière, quoi. Montrer des all access, entre guillemets. Ok. En tout cas, il y a Charlie qui est juste derrière les caméras et on va vous féliciter à tous parce que c'est une production de très haut niveau. T'es pas dans ta chambre à faire une vidéo Avec une youtubeur webcam. de mec de 12 ans. Là, c'est quand même une prod c'est de vrai. très très haut niveau. Les images sont magnifiques et je vous invite donc à aller voir ces 2 vidéos-là où on te voit t'entraîner de bon matin à l'heure où Thomas et moi on rentre de soirée. Voilà. On pourrait peut-être se croiser sur la plage, mais pas sûr qu'on te reconnaisse. Donc voilà, on va mettre bien sûr le lien de ta chaîne et donc tu as des projets déjà de prochaines vidéos ou pas? Oui, donc là, prochainement, je vais faire 2 épisodes sur la bulle. Elle sera après de 5 minutes. Elle sera en anglais vu que ma chaîne, c'est un petit peu international, quoi. Mais après, l'idée, ce serait pour mon 3e épisode sur la bulle, c'est de faire un espèce de documentaire en français. Parce que je sais que beaucoup des gens qui regardent mes vidéos sont en français. Et pour les jeunes, je veux pas qu'il y ait la barrière linguistique, quoi. Donc, ce serait de faire un épisode sur la bulle de 30 minutes, comme ça, ils peuvent voir ce qui s'est passé dans Tu la as beaucoup bulle. filmé dans la bulle. Ouais, c'est ça. J'ai fait des vidéos de vlog. Après, on a tourné des interviews un petit peu, donc voilà, quoi. Très cool. Et t'as filmé avec quoi? Au téléphone? Ouais, avec Ou le t'as fait un truc un peu propre? Non. Charlie va gueuler sinon si t'as filé au téléphone. Hein. Non, enfin, j'ai des images au téléphone. Après, pourtant, ils m'ont filé des images de matchs, choses comme ça. Ok. Donc, ça va être bien réalisé, quoi. Bon, très bien. Très bien. On va suivre ça. Hein. Ouais, absolument, allez vous Allez, abonner, on allez l'a vous bien. abonner, évidemment, sur Jalen la- Howard. sur la C'est simple chaîne. à trouver, hein. Hein. C'est simple à trouver sur YouTube, Très n'hésitez bien. pas. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Ça va Pas fini parce qu'il y a le quiz. Et là, Ah, tu vas ok. pas nous dire merci parce que maintenant on est là pour gagner. Donc, fais tout de suite. Là, c'est la vraie compète. La NBA, de ça, les playoffs. Le quiz, maintenant, c'est là que ça compte.
Allez, fini l'échauffement, c'est l'heure du quiz. Monsieur, vous êtes chaud? Mais par contre, j'aime pas que tu dises ça. C'est vrai, pourquoi? Parce que ça fait 45 minutes, 50 minutes qu'on parle de basket avec un mec dans la bulle, qu'on parle de trucs, qu'on a des avis, des analyses, et t'appelles ça un échauffement? Mais tu sais, c'est un peu comme Obélix. Tu sais, il mange un sanglier. Pourquoi tu parles d'Obélix quand tu parles de... Il mange un sanglier et il dit c'est quand qu'on passe au plat. Bah, c'est un peu la même chose, tu vois. Ah, t'es bon. Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On repart sur le même quiz que la semaine dernière. Ça a beaucoup plu d'ailleurs. Hein. Ça a beaucoup plu. Oui, Ouais, tout à j'étais fait. content. Donc, je vais vous demander un chiffre de 1 à 9. Ça va être un jeu au pif. C'est le premier qui arrive à 3 points. Très bien. Jalen, tu es l'invité. Donc, je te laisse commencer. Tu me donnes un chiffre de 1 à 9. 4. 4. Ok, 4, c'est le jeu des logos. Donc là, je vais avoir besoin de toi, Polo. Le jeu On va, des logos. on va vous afficher sur la télé un logo, les logos qu'il y a sur les maillots de basket. Et quelle équipe? Vous allez devoir me dire quelle équipe c'est. On fait de la pub pour les marques. C'est de la pub, exactement. Ah, c'est les marques. Je touche énormément d'argent pour ça. Ah oui, d'accord. Oui, Ok. logo en fait. C'est Le logo, c'est les marques. le logo en fait. des Chicago Bulls. le On doit dire sponsor. Chicago Bulls, c'est le jeu le plus nul de la Terre. Ouais, donc les sponsors. Ah ouais, bah putain, ok. Pardon, Rakuten, c'est les Warriors, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Donc Polo, est-ce que tu peux m'afficher le jeu de logo, le jeu numéro 3? Voilà, c'est parti. Ah, Denver. Non, Je l'ai pas du tout. Bumble. Bumble, ils viennent de se faire... Ouais, Bumble, sortir. c'est les Clippers, hein, bien sûr. C'est les Clippers, évidemment. Attends, C'est un- il prend pas de points quand même là-dessus. Non, Ils viennent de se faire sortir. Après, je le sais. Hein. il prend 0 points. C'est Ok, c'est un ok, je site prends de 0 points. rencontre. Je prends Voilà. 0 points, vas-y, C'est un vas-y. site de rencontre. Ouais. Très bien. connais Je pas. note, je note. C'est les Rockets. C'est les Rockets, Mais ça fait bien un joué. an qu'ils l'ont plus. Hein. Il y a eu des gros problèmes. Hein. Il y a eu des gros problèmes? Ouais, Bah, ouais. bah, Enfin, un an, ça fait là, depuis la bulle. Là, ça lui va très bien. Ouais, c'est les Rockets. Un point pour Thomas. Alors, Shaim, c'est une super chanteuse. Mais Danseuse. à part ça, chanteuse, danseuse, oui, bien sûr. Tu l'as pas? Vous l'avez pas? Ils étaient dans la bulle. Je l'ai pas du tout. Ils ont un super joueur de basket qui est blanc. Dallas. Dallas, effectivement. C'est bizarre ta phrase. C'est bizarre ta phrase. Regardez, ça vous a aidé. Je suis choqué. Allez, il en reste 2. Il y a un partout. C'est Philadelphie. Oui. Stop up, bien sûr, pour les Bien tickets. joué. Allez, vas-y. On revend Non, mais les j'avoue, il est tickets. très dur ce jeu. Et le dernier? Oh, C'est Boston. c'est Boston, bravo, parce qu'il arrive en vert. Ah, Là, ça, c'est après. bleu, c'est dur, bravo. je Un point sais pour pas. Thomas. Bravo. Ma mère y a travaillé, c'est pour ça. Vas-y, Erwan, donne-moi un chiffre. Pas le même, donc pas le 4. Le 8? Le 8, suis un bien mec du sûr. 8, moi. C'est les Comme visages mélangés. Putain, je te fais bosser, Polo. Hein. C'est les Aïe, visages aïe, aïe, mélangés. aïe, aïe, ça régale, ça. Hein. Jeu numéro 8. Allez, vas-y. Faut dire les Oublie deux. pas les. Ouais, oui, qu'est-ce qu'on dit du coup? Les deux visages. Attends, les chicots comme ça, c'est Ça, qui? c'est. Oh, je l'ai. C'est LeBron et Butler. Oui, le bon ouais. Butler, bravo. Allez, Ouais, On dirait un pigiste de Pro B, gros. C'est Markieff Morris et. J'ai pas le Et Adam deuxième. Sandler. dommage, tu en as un sur 2. Vas-y, appuie. C'est Marcus Morris et James Harden. Oui, bravo. 2 points. Les sourcils, on les reconnaît. C'est un pas la peu. bonne barbe, c'est pour ça. C'est la barbe de Markieff. Pas cadeau, hein. Non, pas cadeau celui-là. Ça, c'est Kylori et Javal Magui. Faux. C'est Van Vliet et... Oui, c'est bon. Il était calorie, c'est un sans faute. Pourquoi je suis allé chercher Magui? Je sais pas. Il en reste 2. Pardon. Cata. Oh, facile. Tatum et Smart. Sandro le Oui. Sandro le Messi. C'est tellement Incroyable. trop gros. On lui enverra, il va être content, tiens. Allez, Combien le alors, du dernier. coup Ça, c'est moi quand j'étais jeune, non? C'est Jokic et Zubac. C'est Antoine, Oui. c'est Antoine Dio, qu'est-ce que tu racontes? Ah, j'aurais dit Fred Weiss, moi. Bon, bah, un point pour Jalen. Il y a un partout, bravo. Bravo. À toi, Thomas. Allez, numéro 1. Numéro 1, c'est les photos pixelisées. Oh, je suis désolé. Si tu veux, je peux en faire autre chose, hein, si tu veux. Ouais, Numéro 2, donne-moi numéro le 2. Numéro 2, numéro 2. Tiens, qui suis-je? Allez, qui suis-je? Allez, Vas-y. qui suis-je facile? Je suis né le 28 août 1986. J'ai donc 34 ans et je pratique toujours le basketball. J'ai fait ma fac à Georgetown. Ah, quoi? Georgetown. Tiens, voilà. Aide-le dans la prononciation, comment on dit? À Georgetown. Georgetown. Voilà. Georgetown, de 2004 à 2007. 2004 à 2007. Par la suite, je me présente à la draft 2007 Georgetown. où je suis drafté haut par les Supersonics. Jeff Green. Jeff Green, ça part très Bravo. vite. Mais oui, Jeff Green. Il y a un point partout, vous m'aidez pas. voir. Un point partout, bravo. Vas-y, Jalen, un chiffre. On n'a pas fait quoi encore? On a 5, 6, 8, 7, 9. Dis-moi un chiffre, je te dirai si on l'a fait. 6. Le 6, j'ai déjà, pas mal. C'est un super jeu. C'est un super jeu. Je vais faire j'ai déjà. Vous avez le droit de répondre qu'une seule fois, d'accord? Ok. Il y a j'ai déjà, il y en a 8.
pour le joueur. Ok. Si vous vous trompez, vous vous trompez. Hein, D'accord, Ok, ok. Une chance. Une Donc chance. ne soyez pas trop gourmand. Ok. J'ai déjà été drafté en NBA. Ok. Et j'ai déjà joué dans 3 franchises différentes. Et j'ai déjà joué au poste de pivot. Ok. Et j'ai déjà joué en Allemagne. Oula. Je sais pas. En Allemagne Daniel Theis. C'est éliminé. Oh Et j'ai déjà 3 franchises différentes. été à Erwan. ouais, l'université merde, putain. de Texas. Texas qui a joué en Allemagne Ah, je sais qui c'est. Je sais qui c'est. J'ai pas du tout. Un pivot qui a joué en Allemagne. Et Je peux rejouer, je peux Non, rejouer. non. Je l'ai de ouf. T'as été gourmand Ah par ouais, il a dit pas trop de gourmandise, Erwan. J'ai Je déjà l'ai. éteint Anthony Davis. J'ai déjà éteint Anthony Davis sur un match. J'ai déjà quoi Éteint Anthony Davis sur un match. PJ Tucker. Eh PJ oui, Tucker, putain. merci. Il a Qui a joué Ah, en le Allemagne. pivot, il nous met dans la en merde. Allemagne Il a joué en Allemagne. ouais. Ah ouais En fait, il a tout- en Israël, c'est une légende et tout. Il a fait tout un trip en Europe avant ouais d'arriver de revenir à NBA. Ok. 2-1. Allez, c'est peut-être le dernier. Allez, c'est deux. C'est Erwan, donne-moi un chiffre. Allez, vas-y. Le 3. Le 3, c'est le jeu du CV. Ah, Le jeu du Henri CV. Henri CV. Vous savez bien sûr. quoi Ceux qui nous regardent. Hein. il va Henri compter, CV il va compter pour 2 points. Il va compter pour 2 points parce que je vais vous faire 2 mecs. Et 3 si vous n'arrivez pas à vous départager. Allez, vas-y. Le Ok, jeu du ok, CV, ok. c'est simple. Je vous donne les équipes, une par une. Pareil, pas le droit d'être trop gourmand. Allez. Une seule réponse. Nos gourmandises. C'est parti. Bucks, Cavs, C'est dans l'ordre. le Jazz. C'est pas dans l'ordre. Ah, Kyle Bah- Korver. C'est faux. T'as été trop gourmand. Les Mavs, C'est pas Kyle Korver, du coup. les Nets de New Jersey qui m'ont drafté. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, d'accord. Les Nuggets, Putain, il a fait combien de clubs, lui aussi les Spurs, les Warriors. Je répète, j'ai été drafté par New Jersey. Je joue aux Warriors, aux Spurs, aux Nuggets, aux Mavs, aux Jazz, aux Cavs, aux Bucks. Je n'ai pas de cheveux. Jefferson. Richard Jefferson. Ah ouais Ah, wow. je savais pas que c'était un joueur. Ah ouais, très Ah, dur. non, mais il est retraité, non? Ouais. Joueur Ah ouais. d'activité. Ouais, moi, je savais pas que ça avait été. N'hésite pas à donner un peu d'infos. Je donne un peu d'infos. Un point pour Je ne Erwan. suis plus en activité. Ah, Je suis drafté par Portland. ok. Cavs, c'est jamais dans l'ordre. Knicks, Ah, Hornets de New Orleans, mais aussi les Pelicans. il est drafté par Portland. Hein. Drafté par Portland. Les Nets super dur. de Brooklyn, les Pacers, les Raptors et les Warriors. Cavs, Knicks, Hornets, Pacers, Portland, Nets. Je suis chauve et plus en activité. T'as pris que des chauves. Oh, je l'ai pas. Un chauve qui est drafté par. Ah, je l'ai, je crois. J'ai joué avec le Vas-y. Brown. Jared Jack. Jared Jack, Wow. les 2 points vont pour Erwan. Il est assez difficile, la prochaine fois je le ferai peut-être dans l'ordre. Non, mais c'est très dur. Ah ouais, bravo, C'est Erwan. très dur. Bravo. J'avoue. Peut-être C'est que, les chauves qui me. peut-être que la prochaine fois, je Il te mettrai, transcende, les chauves. je mettrai le Enfin, truc qui suis-je, Fabien Barthez, et là, c'est bon. gars. Très dur. où- Bah écoutez, Erwan a gagné bah ouais. Non. C'est la semaine de mon anniversaire. Ah ouais, c'est Ouais, vrai. on peut aller Erwan, il a là-dessus. eu. Bah oui. Je te sens Ouais, frustré, bravo. Jalen. Non, mais ouais, parce que là. Ah, j'avoue qu'il était dur hein, pour se mettre dedans. Fais un dernier qui suis-je pour Jalen. Je Non, pense qu'il- j'ai plus de qui suis-je, mais j'ai un autre jeu. Je peux vous faire quoi? Allez, Je peux vas-y. vous refaire un j'ai déjà. Allez, vas-y. Allez, déjà, c'est pas mal. C'est comme un qui suit, c'est bien. Jalen, il a envie de jouer de fou. Oui, c'est clair. Allez. Bon, vous êtes tous à 2 alors. Allez, Vous savez vas-y. quoi? Il me reste 2 j'ai déjà. Un Et on- seul, vas-y. Un seul, c'est Ouais, très bien. un seul. Et j'ai déjà inscrit 52 points dans un match. Ne soyez pas trop gourmands. J'ai envie de lâcher la bombe direct. Non, je rigole, vas-y. J'ai déjà joué à l'université d'Alabama. Oh putain, j'ai envie de le dire. Et j'ai déjà joué avec Nicolas Batum et Joe Harris. Et Joe Harris Joe Harris, je vois pas ce qu'il vous fait foutre dans l'histoire. Alabama. Et j'ai déjà été All-Star. Ah, vas-y, j'ai envie d'y aller. Vas-y, j'y vais, je m'en bats les couilles. Mo Williams. Mo Williams. Ouais Alors Elle est belle. En fait, Mo Williams, je sais. J'allais dire Mo J'ai Williams, je déjà savais été pas, il a joué à champion Alabama. NBA. Moi non plus, je J'ai pense. déjà été drafté par Utah et j'ai déjà porté un bandeau. Voilà. Ah ouais, bah c'est bien Bravo. Mo Williams. Bravo. Très bien le GD. Ah ouais, déjà c'est lourd, bravo. Non, j'avoue, j'aime bien. Bravo. Félicitations à toi. Ah ouais, bravo. Bon, c'est moi qui ai gagné le quiz quand même. C'était vraiment pour le Hier, c'était mon anniversaire. J'ai 38 ans, je fais ce que je veux. C'est vrai, absolument, hier c'était l'anniversaire d'Erwan, ouais. donc on n'hésite surtout pas, d'ailleurs, il n'y a que les vrais gars qui vont jusqu'au bout de la vidéo. On souhaite l'anniversaire d'Erwan à fond avec des nudes hein, sur Instagram, toujours. C'est et les implants, donc. Et les implants.
plan comme Evan. Il y a la cagnotte Litchi, on va mettre un... Comme Evan. On va mettre... Ouais, mais Evan, il est plus jeune, il a raison de le faire. Moi, c'est trop tard. C'est vrai, c'est trop tard. Ma vie est finie. Merci, Jalen, d'être venu. C'était très cool Ouais, de trop t'avoir, bien. Ouais, merci d'avoir un à vous. petit peu tes impressions sur la bulle, voilà, de parler un petit peu de toi. Pour ceux qui te découvraient, tu reviens quand tu veux à la First Team. Ok, merci. La semaine prochaine, donc. Hein. Chez First Team, ça qu'il faut dire. Chez First Team, tout à fait. Nous sommes First Team, nous sommes pas la First Team. Nous sommes un média. Nous sommes un média. Ouais, absolument. Toi, t'es un stagiaire, par contre. Donc tu vas arrêter de nous Arrête de le emmerder. dire, en Tu plus. vas Il est arrêter de plus nous emmerder. stagiaire. En plus, c'est vrai qu'il est plus stagiaire. Merci, Jalen. Merci à ta maman qui a organisé ce rendez-vous. Merci à Charlie d'être venu. Merci à Aïda d'être là aussi. Bravo, Aïda. Merci à Paul en régie, évidemment. On embrasse tout le monde. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Il y aura plein de choses à raconter. Les finales de conf, ça commence. C'est chaud. Ciao, l'équipe. Je sais pas, je regardais. Hein. Pas grave.